Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le modèle structural des états du moi et son utilisation en coaching. Je suis ravie d'être avec vous donc pendant cette heure sur un concept d'analyse transactionnelle. Ce webinaire, pour votre information, sera accessible sur la plateforme de l'IFOD en replay. Bonjour à tous. Donc vous pouvez exprimer des réactions sur le chat qui est à votre droite, et il y aura des moments que je vous indiquerai pendant le webinaire où vous pourrez me faire part de vos questions avec plaisir. Je vais me présenter. Donc, je suis Violaine Isaac, je suis membre du corps enseignant à l'IFOD. J'interviens en particulier sur les thématiques donc analyse transactionnelle et coaching et développement du leadership. Je suis coach exécutif, superviseur, et puis donc consultante en analyse transactionnelle tensionnelle. Et donc j'ai un parcours précédent en psychologie du travail. Voilà, bonjour à tous. Donc je vais agrandir. Je pense que tout le monde voit les slides, en tout cas je l'espère, qui sera notre support de partage. Donc je vais dire quelques mots de notre programme pour ce webinaire. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc je commencerai par quelques mots sur l'analyse transactionnelle en introduction. Puis je vais rentrer dans le modèle structural des états du moi. Alors nous resterons sur une introduction puisque vous vous en doutez, c'est un monument en analyse transactionnelle. Donc très modestement, j'en aborderai les fondements. Et à l'issue de cette première partie, vous pourrez déjà me faire part de vos questions. Ensuite, j'entamerai une deuxième partie donc, sur le modèle structural, son utilisation concrète en coaching, dans la pratique du coaching. Et donc, à la fin de cette deuxième partie, vous pourrez à nouveau me poser des questions avec plaisir. Et puis enfin, j'aborderai donc la troisième partie avec des exemples de thématiques d'application concrètes dans la pratique du coaching qui peuvent utiliser le modèle structural, notamment donc à travers le questionnement. Alors, quelques mots sur l'analyse transactionnelle. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, elle a été fondée aux États-Unis par Eric Berne dans les années 60. Eric Berne, qui était donc psychiatre et psychanalyste. Et donc, l'analyse transactionnelle est une théorie de la communication. Et c'est d'abord pour ça qu'elle est connue, avec des concepts très connus comme les transactions ou les jeux psychologiques. Mais c'est aussi une théorie du développement de l'individu, développement de la personnalité, avec le concept notamment de scénario. Et enfin, c'est une théorie de la structure et de la dynamique des groupes, avec la théorie des organisations de Berne, la TOB. Voilà, et donc la particularité pour moi de l'analyse transactionnelle, c'est vraiment de permettre de faire le lien entre l'intrapsychique et le comportement, d'une part, entre l'intrapsychique et la groupalité, d'autre part, et d'être vraiment à l'intersection, en fait, entre les trois, entre intrapsychique, comportement et groupalité, phénomène culturel. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire sur le modèle structural, on va vraiment être sur l'intrapsychique. Donc je rentre dans ma première partie, donc sur ce qu'est le modèle structural des états du moi, avec cette photo. Donc vous voyez cet homme en transparence avec un petit garçon qui court, et qui est toujours très actif en lui. Et donc c'est cette idée qui est sous-jacente aux états du moi, qui est que notre construction depuis notre enfance, donc en termes d'identité et de personnalité, est toujours présente dans notre quotidien au travers des états du moi. Donc toutes ces strates de souvenirs, d'expériences, d'apprentissage que nous avons accumulées depuis l'enfance, et surtout dans les toutes premières années, est encore très présente en nous et s'exprime à travers les états du moi. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Alors, au commencement du modèle structural, il y a eu d'abord le modèle conceptuel des états du moi, donc d'Eric Berne. Eric Berne, en fait, s'intéressait à la structure du moi, qui était donc cet aspect, le moi étant cet aspect de la personnalité qui est le plus accessible à la conscience. Donc, vous voyez ici
les 3 états du moi représentés sous forme de 3 cercles jointifs. Et donc, ces 3 cercles représentent 3 organes psychiques de l'appareil psychique, auquel Berne donc, a donné une définition qui est la suivante, que vous avez à droite. Donc, un état du moi, c'est donc un ensemble cohérent de pensées et de sentiments directement associés à un ensemble correspondant de comportements. Donc, dans chaque état du moi, vous trouvez des pensées, des sentiments et des comportements, mais qui proviennent de périodes différentes. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, dans ce modèle initial conceptuel, vous voyez que sur ces 3 états du moi, il y a donc 3 organes bien distincts. Donc, je vais commencer par l'archéopsyché qui est en bas. C'est donc l'état du moi le plus ancien, celui qui contient nos vécus archaïques d'enfants, des tout premiers temps de la vie, vécus émotionnels et biologiques. Ensuite, en haut, vous avez l'extéropsyché qui contient tous les contenus que nous avons incorporés de l'extérieur, donc tous les modèles que nous avons incorporés, introjectés, donc venant de nos parents ou des figures qui nous ont élevés. Et enfin, la néopsyché, qui est cette instance qui est en contact avec la réalité, qui a une élaboration autonome des données et qui a un rapport à la réalité, comme disait Eric Berne, convenable, voilà, qui est dans une certaine rationalité. Donc, ce sont des processus de réflexion beaucoup plus élaborés dans la néopsyché. Donc ça, c'était le modèle conceptuel initial, qui petit à petit est devenu le modèle structural sous forme du PAE, qui est plus connu, et qui donc décrit les états du moi, non plus par rapport à leur processus de constitution, comme dans le modèle conceptuel, mais maintenant par rapport à leur fonction. Donc, le PAE décrit la fonction de ces 3 états du moi structuraux, qui constituent donc notre personnalité. Alors, je vais commencer par l'enfant, à nouveau. Je commence par les temps archaïques. Donc, dans l'enfant, on trouve donc nos vécus de nous, enfants, c'est-à-dire nos pensées, nos attitudes, nos émotions d'enfant d'hier. Et donc, un enfant perçoit la réalité beaucoup à partir de son ressenti, ce qui explique que le contenu de l'enfant est majoritairement constitué d'émotions et de sentiments. Mais pour autant, ça n'est pas exclusivement des émotions et des sentiments, puisque ce sont aussi nos pensées et nos attitudes d'enfant qui sont dedans. Donc ce sont des vestiges, voilà, de nos vécus anciens. On y trouve aussi nos désirs, nos besoins d'hier, qui ont été plus ou moins satisfaits ou pas satisfaits, nos besoins d'aujourd'hui aussi, nos désirs et nos besoins d'aujourd'hui. On y trouve aussi, voilà, notre spontanéité d'enfant, notre créativité. Donc, quand je suis dans mon enfant, j'ai une perception souvent déformée de la réalité. J'ai un vécu affectif des situations. Et je n'ai pas une perception surtout complète de la situation. Donc, l'enfance est constituée entre 0 et 3 ans, à peu près, et même avant la naissance, in utero. Alors, je poursuis avec le parent. Donc, le parent, lui, s'est constitué à peu près entre 2 et 6 ans, mais il a continué de s'alimenter ensuite. Donc, il comporte l'intériorisation des modèles et des attitudes parentales que nous avons imitées. Donc, ce sont à la fois, toujours pareil, des pensées, des sentiments, des comportements de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés, que nous avons intériorisés. Et comme nous regardions ça avec nos yeux d'enfant, ce sont surtout des valeurs, des règles, des jugements, des opinions que nous avons intériorisées. Donc, c'est le contenu dominant du parent. Donc, quand je suis dans mon parent, je regarde la réalité avec mes modèles d'hier et donc je réagis en fonction de modèles d'hier qui ne sont pas forcément adaptés à la situation présente. Donc, l'enfant et le parent sont des modalités un peu automatiques de réaction aux situations qui sont bien pratiques quand on est sous stress ou qu'on a très peu de temps pour réagir ou que ce sont des situations inconnues, mais elles ne sont pas dans l'ici et maintenant. Contrairement à l'adulte, qui est donc le dernier état du moi dont je vais parler, qui est aussi le dernier qui s'est constitué, qui s'est développé entre 3 et 12 ans.
majoritairement dans cette période, même s'il continue toute la vie à s'actualiser et à s'enrichir. Donc l'adulte, c'est une perception à la fois externe et interne de l'ici et maintenant. Donc c'est une instance psychique qui recueille l'information à partir des 5 sens, qui la traite, qui la structure, qui la classe. Mais ça n'est pas uniquement un petit ordinateur, comme on a pu parfois l'entendre, parce que cette instance perçoit de l'information externe et interne. Elle écoute aussi ce qui se passe dans le parent et dans l'enfant, et donc elle intègre et elle élabore voilà, une pensée, elle intègre toutes ces informations internes et externes, et elle prend des décisions. Donc quand je suis dans mon adulte, pardonnez-moi, je suis bien dans l'ici et maintenant, je suis bien conscient de moi, des autres, de l'environnement. Voilà. Et donc, je peux m'adapter, je peux avoir des réactions qui sont appropriées à la situation présente. Alors, je vais prendre un exemple issu de l'histoire d'Éric Berne. C'est une anecdote. Donc, dans sa cinquantaine, il se trouve qu'il s'est acheté une Maserati. Et donc, dans cette acquisition, il a été à l'écoute de ces 3 états du moi. Dans un de ses ouvrages, il relate le dialogue interne qu'il a eu au moment de cet achat. Et donc, il dit que son enfant la voulait. Voilà, il dit « Mon enfant la voulait, cette Maserati », ou c'est la pulsion de l'enfant. « Mon parent m'a dit il faudra que tu sois prudent, il ne faudra pas que tu conduises trop vite. » Et mon adulte s'est demandé quel était mon besoin et combien il coûtait, a bien réfléchi et a décidé de l'acheter. Et donc a décidé d'écouter l'enfant aussi. Voilà, pour vous donner un exemple de dialogue interne que nous avons tous les jours, donc à travers cette anecdote d'Éric Berne. Alors, ces 3 états du moi définissent la structure d'une personnalité. Selon leur poids respectif, on peut avoir, par exemple, un parent ou un enfant qui est plus dominant, et ensuite, en fonction de leur type de rapport, du type de rapport qu'ils entretiennent. On va voir juste après des exemples de ces rapports. Nous utilisons les 3 états du moi en permanence, et donc l'énergie circule entre les 3. Simplement, notre fonctionnement psychique a pris des habitudes depuis notre enfance. Et donc, notamment en situation d'adversité, l'adulte peut avoir du mal à rester aux commandes, et c'est alors un autre état du moi qui, comme disait Éric Berne, prend le pouvoir exécutif. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans un exemple, donc, qui montre le type de dynamique que les 3 états du moi peuvent entretenir en situation d'adversité. Donc, sur ce slide, vous avez donc un exemple initial avec de situation d'équilibre du PAE. Donc, on parle de diagramme du PAE pour le diagramme structural. Donc, au passage, je rappelle que PAE, ce sont toujours des majuscules. Même quand on écrit parent, adulte, enfant, c'est toujours des majuscules. Donc, on va prendre l'exemple de Michel. Alors, Michel, il est directeur des achats dans une grosse PME. Et donc, il est très heureux de son travail, voilà, qui lui plaît beaucoup. Et donc, on voit à gauche son PAE qui est en harmonie. Donc, son adulte est aux commandes, a le pouvoir exécutif, comme on dit. C'est-à-dire que Michel est serein. Son adulte a assez d'informations pour gérer le réel, gérer les situations, s'adapter, traiter les problèmes au fur et à mesure. Son parent approuve ce que fait Michel, approuve sa manière de s'y prendre, est en accord. Et enfin, son enfant se sent en sécurité suffisamment, libre suffisamment d'exprimer ses sentiments, en tout cas dans l'environnement dans lequel est Michel pour son travail, et prend plaisir. Donc, c'est une situation d'équilibre du PAE. Et puis, il se trouve que cette PME est rachetée par un groupe qui donc positionne quelqu'un d'autre à la place de Michel, ce que Michel va bien évidemment très mal vivre, comme vous pouvez l'imaginer, bien qu'il y ait des raisons rationnelles à positionner quelqu'un qui vient du groupe pour faciliter l'intégration de cette PME. Et à ce moment-là, il va y avoir une perte d'équilibre. Et donc, vous voyez que dans le premier cas, c'était l'adulte qui était aux commandes dans la situation initiale, et maintenant, c'est l'enfant qui se met aux commandes.
Donc Michel vit très mal cette situation qu'il apprend, il va donc devoir quitter son poste. Son enfant est malheureux, il est traversé par des sentiments mélangés, par exemple de rejet ou de culpabilité, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, par exemple, des émotions comme la colère, peut-être contre son entreprise, ou de la tristesse, de peut-être de voir que tout va être remis à plat, tout ce qu'il a construit pendant des années. Et ainsi, comme l'enfant est aux commandes, Michel a une perception déformée de la situation, parce que très émotionnelle et donc incomplète. Son parent, en haut, sur le slide, peut-être va devenir jugeant en lui disant « Tu n'aurais pas dû faire confiance à ton patron, tu n'aurais pas dû te lancer dans tous ces projets qui t'ont mis dans la soute et qui ont fait que tu n'as plus regardé ce qui se passait là-haut. » Et dans ce concert, l'adulte ne parvient plus à se faire entendre, ne fait plus la part des choses. Alors peut-être que si Michel prenait une journée pour lui à la campagne, ou que s'il avait un long échange avec un ami, il pourrait arriver à exprimer tout ça et à petit faire la part des choses, retrouver un peu de sérénité, et son adulte pourrait se remettre aux commandes, peut-être pas complètement, mais suffisamment pour faire face à la situation et peut-être même en voir les aspects positifs. Simplement, il est aussi possible que ça ne suffise pas et que Michel traverse une passe difficile. Et dans ce cas-là, bien évidemment, le coaching est très efficace. Et donc, ce qu'on fait en coaching individuel dans ce genre de situation, c'est qu'on permet donc à l'adulte de Michel d'écouter l'enfant d'abord. Hein, dans cette situation-là dont je donne l'exemple, l'enfant a besoin d'être écouté s'il a pris le pouvoir exécutif, d'écouter l'enfant mais aussi le parent pour pouvoir petit à petit se remettre aux commandes et voir d'autres paramètres plus rationnels de la situation. Et permettre donc à Michel de reprendre du recul et de voir la situation plus dans sa globalité. Voilà pour cet exemple. Alors, je vais prendre un dernier exemple qui illustre la dynamique des états du moi structuraux au travers donc des contaminations, du concept des contaminations. Et donc, je vais prendre un autre exemple avec Hélène. Donc, à gauche, vous voyez une photo avec des couleurs mélangées. Et vous voyez que le bleu est envahi de rouge. Voilà. Et donc, c'est ça, une contamination. Vous voyez l'adulte au milieu en bleu qui est légèrement recouvert. Donc, il y a un petit enchevêtrement du parent et de l'enfant. Donc ici, vous avez une double contamination par le parent et par l'enfant de l'adulte. Ça n'est pas toujours le cas. Ça peut être une contamination simple. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement avec l'exemple d'Hélène. Donc, Hélène, c'est une directrice du SI dans un groupe, voilà, qui s'est construite à la force du poignet, dans un milieu, par exemple, plutôt masculin, d'ingénieur. Et elle est issue d'une famille avec un modèle d'autorité très ferme, famille nombreuse, voilà, modèle d'autorité strict. Et donc, il y a des moments, bien sûr pas tout le temps, il y a des moments où son adulte est contaminé par son parent, c'est-à-dire par ce modèle d'autorité qu'elle a reçu jeune, et ça va se traduire par des préjugés. Donc, la contamination de l'adulte par le parent se traduit par des préjugés. Donc, on va entendre, quand Hélène va s'exprimer, on va entendre les préjugés dans son discours. Elle va peut-être parler de ses N-1, par exemple, en disant d'eux, ils sont trop dans l'écoute, c'est du management à l'eau de rose. Voilà, c'est un préjugé qui est issu, voilà, de modèles anciens qu'elle a vécu et intériorisé. Donc, l'adulte se trouve influencé, dans le cas présent, par le parent, comme coloré en quelque sorte, et il va prendre des idées reçues ou des préjugés pour des faits, pour de l'information objective. Alors, il est aussi possible qu'Hélène, comme tout un chacun, ait également son adulte contaminé par son enfant, ou l'un ou l'autre. Donc là, on prend l'exemple maintenant de la contamination par l'enfant. Donc, Hélène, par exemple, elle a une transformation à conduire. Et elle a une vision très claire de ce qu'il y a à faire. Elle est enthousiaste, voilà. Et elle se dit, c'est suffisamment clair, les équipes vont s'adapter. Il est possible qu'à ce moment-là, elle soit dans une illusion de son enfant, que ça va être facile. Et donc, son adulte est contaminé par son enfant. C'est-à-dire que l'adulte va prendre
cette image déformée, cette illusion que ça va être facile, pour un élément objectif. Et donc, du coup, l'adulte ne va plus voir toutes les données du problème, peut-être des signaux faibles, des résistances qui risquent d'arriver. Voilà. Donc, vous avez en bas un exemple donc, de contamination de l'adulte par l'enfant qui peut se traduire par une illusion, c'est l'exemple que je viens de donner, ou par, au contraire, une surestimation des difficultés. Donc là, c'est le cas où la personne est dans la peur et se dit « ça va être une montagne, cette transformation à conduire ». Donc en coaching, le travail qu'on va faire, bien sûr, dans le cadre d'un contrat, puisqu'on intervient toujours si on a un contrat pour le faire, un contrat avec le client, on va décontaminer l'adulte, c'est le terme qu'on utilise, pour permettre à l'adulte de développer une perception qui soit plus dans l'ici et maintenant. Donc dans la deuxième partie de notre webinaire, je rentrerai dans le comment on fait. Je vais prendre un temps, pardonnez-moi, de questions maintenant. Alors, donc là maintenant, si vous voulez, si vous avez quelques questions à ce stade, c'est avec plaisir. Alors, différence entre modèle structural et modèle fonctionnel. Donc, le modèle structural, c'est vraiment la structure de notre personnalité. C'est un peu comme de l'anatomie. Voilà. Le modèle fonctionnel décrit le comportement, nos comportements dans la relation aux autres. Donc, c'est la physiologie, c'est la partie visible et émergée de nos comportements. Alors, quand on utilise l'AT, doit-on parler au coaché pour lui expliquer les états du moi ou pas? Alors ça dépend. Ça dépend de la pratique de chaque coach. On peut très bien ne pas partager le modèle et on a une stratégie d'intervention, on a un diagnostic et une stratégie d'intervention. Certains analystes transactionnels partagent certains outils. Voilà. À l'IFOD, on conseille de ne pas trop outiller le coaching, mais on peut partager un modèle à un moment donné, succinctement, pour permettre au coaché de faire sa propre analyse. Les coachings peuvent ne pas être sous le prisme de l'AT. Oui, bien sûr, absolument. Et on peut tout à fait d'abord utiliser d'autres grilles de lecture que l'AT, ou bien utiliser l'AT, mais ne pas forcément le partager avec le coaché. Alors, donc, je lis la question. Vous disiez écoutez d'abord l'enfant en cas d'émotion forte pour le calmer, mais comment ensuite échanger avec le parent qui engendre des préjugés? Alors, effectivement, on ne fait pas tout en même temps. C'est tout à fait juste. Donc, en général, quand il y a un état du moi qui a pris les commandes, il a très envie d'être écouté. Donc, très naturellement, souvent, on commence par ça. On entend qu'il y a des émotions de l'enfant qui ont besoin de s'exprimer ou qu'il y a voilà, des préjugés, des opinions très fortes qui s'expriment du parent. Voilà. Donc, on fait les choses l'une après l'autre. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si l'enfant est aux commandes, il va falloir prendre le temps d'écouter l'enfant. Voilà. Et peut-être que ça va prendre une séance entière. Écouter les sentiments, les émotions, les besoins de l'enfant. Alors, ça a l'air simple de diagnostiquer, mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Oui, ce n'est pas si simple, c'est tout à fait juste. D'abord, parfois, on se trompe, parfois. Un diagnostic n'est qu'un ensemble d'hypothèses. Il faut souvent plusieurs séances pour se faire une idée, voilà, à la fois du type de personnalité, mais aussi des aspects situationnels, par exemple, de l'état du moi qui s'est mis aux commandes sous le coup de la situation, comme pour Michel. Nous avons tous des préjugés ou des illusions, donc tous besoin d'être coachés. Alors oui, on a tous bien sûr des préjugés, des illusions, ça fait partie de notre cadre de référence. Simplement, ils ne sont pas forcément tout le temps gênants. Mais en coaching, on y travaille lorsqu'ils empêchent le coaché d'arriver à son objectif.
Alors, partez-vous du principe qu'il est meilleur que l'adulte ait le pouvoir exécutif? Alors oui, en fait oui, parce que quand l'adulte a le pouvoir exécutif, nous nous sentons beaucoup plus sereins. Parce que nous sommes dans l'ici et maintenant, et donc on a une réponse beaucoup plus appropriée à ce qui se passe. Voilà, on perçoit mieux si quelqu'un nous parle, on va être beaucoup plus à l'écoute et on va avoir une réponse plus appropriée à son besoin. Alors, je prends une dernière question dans cette phase. Est-ce qu'il y a une correspondance stricte entre parents et extéropsyché, néopsyché et adulte, entre néopsyché et adulte et entre archéopsyché et enfant? Sinon, qu'est-ce qui distingue vraiment les deux modèles? Alors, oui, il y a une correspondance stricte, puisque c'est vraiment le même modèle. Simplement, le modèle conceptuel, avec archéopsyché, néopsyché et extéropsyché, part de la provenance et du mode de constitution de chaque organe psychique, alors que le modèle structural avec les 3 états du moi, parent, adulte, enfant, montre la fonction de chaque état du moi. Voilà, c'est ça la différence. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Pardon, j'en vois une dernière, j'ai du mal à m'empêcher de répondre. Peut-on dire que le modèle conceptuel, c'est-à-dire modèle structural, versus modèle fonctionnel? Alors oui, le modèle, donc la question c'est, est-ce que finalement, le modèle fonctionnel, c'est le modèle comportemental? Je résume un peu simplement, oui. Le modèle fonctionnel, c'est le modèle comportemental, qui montre les comportements visibles. Alors, je vais poursuivre, il y aura encore un temps de questions tout à l'heure. Donc, je vais rentrer maintenant dans ma deuxième partie sur comment utiliser le modèle structural en coaching. Donc, vous voyez cet arbre avec un très beau système racinaire sous terre qui est le fameux PAE structural. Et nous, en coaching, on est face à cet arbre avec ses feuilles et ses branches. Donc, qu'est-ce qu'on fait du modèle structural qui est sous terre? C'est ça la question. Alors, je vais vous donner bien sûr des exemples puisque il y a beaucoup de manières de l'utiliser. Donc, je vais répondre à cette question avec 4 portes d'entrée. Donc, la première porte d'entrée, c'est d'abord un outil de diagnostic, le modèle structural. Partiel, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas. Alors, attention avec le mot diagnostic, notre coaché n'est pas malade. Donc, c'est un diagnostic de sa problématique, sachant qu'on le considère comme compétent pour traiter son problème, simplement, il a des difficultés pour avancer. Donc, je vous donne des exemples de diagnostics qui sont donc des hypothèses qu'on fait, c'est tout. D'abord, premier exemple, on fait l'hypothèse, dans l'exemple d'Hélène, tout à l'heure, que Hélène a, par exemple, un parent très présent. On l'entend parce que, effectivement, dans son discours vont s'exprimer beaucoup de jugements, beaucoup d'opinions, beaucoup d'a priori, en fait, sur son environnement. Et si Hélène, par exemple, a travaillé son leadership, on va faire l'hypothèse que ce parent très présent diminue son leadership parce que met peut-être ses N-1 dans le devoir ou dans la soumission. Donc, on va faire l'hypothèse qu'en termes de stratégie d'intervention, on va devoir diminuer l'influence de ce parent très présent. Bien sûr, on va faire ça parce qu'on a un contrat pour le faire, parce que c'est la demande d'Hélène. Donc, c'est un premier exemple. Là, on est sur un diagnostic qu'on appelle historique. Deuxième type de diagnostic, reprenons le cas de Michel, qui donc doit quitter son poste. Il se trouve que Michel est très affecté par cette annonce. Il se sent très rejeté. Et donc, cette situation a réactivé des vécus anciens de Michel. Donc là, ça touche à ce qu'on appelle à l'IFOD le coaching de résolution. Cette réactivation de vécus anciens fait que les choses vont prendre beaucoup d'importance pour Michel. Il va être envahi par tout un tas d'émotions et de sentiments. Et donc, on est ici dans ce qu'on appelle en AT un diagnostic phénoménologique, c'est-à-dire que le passé s'invite dans le présent. Donc, le travail
qui va être nécessaire, c'est de permettre à Michel, bien sûr, d'exprimer ce qu'il y a dans son enfant, ses émotions, et de prendre conscience des liens émotionnels qui sont présents, qui sont réactivés entre le présent et le passé. Et c'est ces liens qui, du coup, amènent un supplément de gravité. Voilà. Donc, on va faire cette hypothèse qu'il y aura ce travail à mener. Donc, bien sûr, le diagnostic, il se confirme petit à petit. On n'en est pas certain à la première séance. Sur cet aspect de diagnostic, il faut compléter ce diagnostic par le modèle structural par d'autres modèles. Il ne suffit pas. Donc, il y a le modèle fonctionnel, bien sûr, certains en ont parlé dans vos questions, qui amène le diagnostic qu'on appelle comportemental et le diagnostic social. Comment la personne se comporte dans la relation et quel impact elle a sur les autres. Et puis aussi, il faut le compléter par un diagnostic de type organisationnel, culturel, voilà, qu'est-ce qui se passe autour, dans l'organisation, donc par exemple en utilisant la TOB. Donc ça, c'est la première porte d'entrée pour utiliser le modèle structural. Deuxième porte d'entrée, c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching, c'est qu'on mobilise l'adulte. Donc on permet à l'adulte du client de percevoir les choses plus dans l'ici et maintenant. Et ça va avoir beaucoup d'effets. Donc d'abord, dès qu'on commence un coaching, on stimule tout de suite l'adulte. C'est-à-dire que la personne vous explique sa situation et par le questionnement et la reformulation, on met l'adulte au travail. On lui fait analyser sa situation, l'environnement, et se situer dans cette situation. Voilà, comment elle vit cette situation. Ensuite, alors c'est bien sûr, je présente ça dans l'ordre, hein, mais c'est en fonction du moment où les choses se présentent, on va petit à petit, et si c'est nécessaire, bien sûr, décontaminer l'adulte. Donc, par exemple, mettre en question des croyances du parent ou des perceptions de l'enfant déformées, qui donc empêchent la personne d'avoir des réponses, des stratégies appropriées, puisque sa perception de l'adulte est contaminée, entre guillemets. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans des croyances sur le management, et qui, comme Hélène, par exemple, qui dit de toute façon, l'autorité, le management, c'est dans l'autorité, il faut de la discipline, sinon personne n'avance, hein, on peut l'interroger sur sa représentation. Qu'est-ce que l'autorité pour vous? Ou si elle parle des manquements de CN-1, on peut lui demander en quoi c'est un manquement pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà. On va interroger les croyances et puis mettre en regard des faits, aller chercher le concret des situations pour lui permettre de sortir justement des idées préconçues. Pareil, si ce sont des perceptions déformées de l'enfant, on va les faire examiner par l'adulte. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça s'est mal passé? Voilà. En quoi c'est une erreur? La personne dit j'ai fait une énorme erreur. En quoi c'est une erreur? Voilà. Est-ce que vous pouvez le vérifier? Donc, on décontamine l'adulte. Mobiliser l'adulte, c'est aussi permettre petit à petit à la personne d'être de plus en plus dans une écoute d'elle-même et avoir accès à son intériorité, puisque on a vu que l'adulte structural est à l'écoute aussi de l'interne. Donc, par du questionnement autour des ressentis, comment vous vous êtes senti dans cette situation, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Donc, plus on avance, bien souvent, plus la personne est en contact de son intériorité et donc de ses 3 états du moi et de ses ressources. Et elle peut donc de mieux en mieux donc, se prendre en compte et donc s'adapter. Toujours sur la mobilisation de l'adulte, en fait, cette mobilisation de l'adulte permet à la personne d'être de plus en plus attentive, consciente d'elle dans la relation et des autres. Ça, c'est donc un effet croissant en coaching. Plus l'adulte est mobilisé, plus la personne augmente son niveau de conscience d'elle-même dans la relation et de conscience des autres. On est en pleine intelligence émotionnelle, là, au sens de Goleman. Donc, par exemple, quand on la questionne sur comment vous vous êtes positionné par rapport à un tel durant cette réunion, comment vous vous êtes senti dans ce moment-là, qu'est-ce que vous avez perçu chez cette personne, voilà, elle va devenir attentive à tout un tas de signaux faibles et pouvoir donc beaucoup mieux s'adapter voilà, et se prendre en compte aussi. Enfin, dernier exemple, mobiliser l'adulte, c'est aussi permettre à la personne de faire le tri. Par exemple, dans le travail identitaire, quand on travaille sur du leadership,
si on veut permettre à la personne de s'affranchir de modèles, de trouver son propre style, on va lui permettre de faire le tri entre les modèles qu'elle a reçus, très anciens de son éducation, peut-être des modèles plus récents qu'elle a intégrés dans son expérience professionnelle, de les nommer, de voir ce qui fait sens pour elle aujourd'hui, ce qui lui appartient, ce dans quoi elle se reconnaît, pour prendre des décisions, voilà, d'assumer, de cultiver certaines choses, et au contraire d'autres qui ne lui parlent plus et qu'elle ne va pas, voilà, qui ne vont plus moins l'animer au quotidien, par choix. Donc ce sont tout autant des exemples des effets de la mobilisation de l'adulte en coaching. Alors, troisième porte d'entrée pour utiliser le modèle structural en coaching, c'est une stratégie dans laquelle on va chercher à stimuler un état du moi ou à réduire l'influence d'un état du moi. Donc, par exemple, stimuler un état du moi qui semble très réprimé au travail. Donc, c'est le cas de quelqu'un qui ne serait pas du tout en contact avec ses besoins, ses désirs, ses émotions, et qui serait probablement en souffrance, voilà, très coupé de cette dimension. Et donc, on voit bien que ça empêche aussi le client de, voilà, de progresser. Donc, on va aller stimuler l'enfant, soit en questionnant voilà, ses envies, ses ressentis. Il y a la question de la baguette magique, si tout était possible, qu'est-ce que ça lui donnerait envie de faire. On peut utiliser un photolangage qui stimule l'enfant. Voilà, et donc cet état du moi peut tout à fait être du coup stimulé, réveillé en quelque sorte. C'est aussi une permission qu'on donne à la personne de l'écouter, cet enfant. Et ça a un effet surtout important d'ailleurs sur le désir. Voilà, la personne va de cette façon pouvoir écouter son désir. Alors, on peut aussi avoir comme stratégie de réduire, entre guillemets, l'influence au travail d'un état du moi qui serait très présent. On le fait parce que ça empêche le client d'avancer. C'est toujours par rapport à notre contrat, bien évidemment. Donc, par exemple, un enfant qui serait très présent, c'est-à-dire une personne qui serait, par exemple, beaucoup dans la peur, ça l'encombrerait pour avancer. Et donc, on va amener un questionnement pour l'aider à sortir des émotions. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Voilà, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ça s'est très mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En quoi ça s'est mal passé? En quoi c'était une erreur? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Est-ce que vous pouvez vérifier? Est-ce que vous avez eu du feedback? Si la personne pense que quelque chose, une réunion s'est mal passée, etc. Voilà, des exemples de stratégies d'intervention ciblées par rapport à un état du moi. Dernière porte d'entrée, ensuite je serai à l'écoute de vos questions à nouveau, pour utiliser le modèle structural. Il s'agit de mettre au jour le dialogue interne du coaché pour l'aider à sortir d'une impasse. Alors, qu'est-ce que c'est une impasse? C'est un vaste sujet, donc je vais rester très synthétique. Une impasse, c'est un conflit interne entre deux états du moi, ou bien au sein d'un état du moi, ou bien entre un état du moi et un modèle, une injonction extérieure. Donc, c'est comme un dilemme, en fait, un dilemme interne. Donc, je vais prendre un exemple du quotidien, par exemple. Il faut que je retourne au bureau. Ça, c'est mon parent. Et mon enfant qui me dit je suis bien à la maison, j'aime bien être dans cet équilibre, j'ai envie de continuer de me reposer plus qu'avant. Voilà. Et donc, je suis dans ce dilemme. Je pense qu'il vous parle. Donc, les impasses, il y en a qui sont plus ou moins profondes. Et après, ça peut être le champ de la psychothérapie, c'est plus le champ du coaching. Mais en coaching, il y en a un certain nombre qu'on entend et qu'on traite. Donc, je prends l'exemple de Catherine. Catherine, son adulte veut accroître son influence. Elle veut davantage influencer, elle veut être plus crédible, elle veut voilà, qu'on l'écoute, montrer sa seniorité. Et son parent lui dit il ne faut pas s'imposer. Voilà, c'est son éducation qui est là. Il ne faut pas s'imposer. Donc, elle prend peu la parole, elle fait beaucoup s'exprimer les autres. Elle a un poste de direction. Voilà, elle est dans un codir, mais son parent lui dit il ne faut pas s'imposer. Et elle pense que prendre la parole, c'est s'imposer d'une certaine façon.
Mais son enfant, lui, il tambourine. Et son enfant, il dit « je veux de l'attention ». Alors, elle trouve une sorte de compromis comme elle peut. Et donc, ça se traduit par un humour un peu décalé qu'a Catherine, qui ne met pas les gens très à l'aise, en tout cas d'après ce que relate Catherine, et qui lui donne une image plus junior qu'elle n'est. Voilà, mais c'est cette espèce de compromis qu'elle a trouvé pour obtenir de l'attention, mais sans s'imposer. Sauf que ça ne lui permet pas d'atteindre son objectif, qui est de développer son influence, d'être crédible et montrer sa seniorité. Donc, on va permettre tout d'abord à ces différentes voix de s'exprimer. Parce que ce qui se passe, c'est que dans une impasse, le propre de l'impasse, c'est que l'adulte ne sait pas quoi faire entre des injonctions contradictoires. La personne est coincée. Donc, on va faire examiner par l'adulte les voix contradictoires. Donc, par exemple, le parent qui dit « il ne faut pas s'imposer », on va le faire examiner par l'adulte. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation dans votre environnement ? Alors, la personne va dire « il ne faut pas s'imposer ». Oui, sauf que si je ne m'impose pas dans mon environnement, voilà, je m'efface et ce n'est pas bon pour moi. Voilà. On va interroger l'enfant, hein, qui se tait et qui en même temps veut de l'attention. Comment vous vous sentez quand vous vous mettez en retrait ? Voilà, pas bien, je ne me sens pas bien, j'ai de la frustration. De quoi vous auriez besoin ? J'aurais besoin de pouvoir trouver une façon de m'exprimer sans pour autant avoir l'impression de m'imposer. Voilà. Et après, avec l'adulte, on peut aller sur des options. Quelles options vous permettraient à la fois d'obtenir cette attention et de prendre la parole tout en vous sentant bien, sans avoir l'impression de vous imposer. Voilà, c'est pour vous donner des exemples. Et donc, on va permettre petit à petit à l'adulte de prendre des décisions ou des redécisions quand ce sont des choses plus profondes. Dans cet exemple-là, c'est quand même des choses profondes, en rendant les choses conscientes, finalement, hein, pour sortir de l'impasse. Voilà, donc je vais faire une pause à nouveau maintenant, avant d'aborder la dernière partie, et je vais prendre à nouveau des questions. Alors, pour faire parler l'enfant, le coach prend-il la position de parent ? Alors, non. C'est-à-dire que j'ai envie de dire oui et non. La réponse est non parce qu'on va rester dans l'adulte en tant que coach et on va questionner l'enfant depuis notre adulte. Comment vous vous êtes senti dans telle situation ? Néanmoins, le coaché perçoit que dans notre intention, il y a du parent nourricier. Hein, je n'ai pas parlé du modèle fonctionnel, mais voilà, le coaché sait que dans l'intention, il y a du parent nourricier, je dirais en tâche de fond. Voilà. Mais on questionne depuis l'adulte, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à materner ou paterner notre coaché. Je caricature, bien sûr. Alors, pas de problème pour ceux qui doivent nous quitter. Donc, je regarde les autres questions. Alors, quand on parle de faire prendre conscience du passé qui s'invite dans le présent, étant dans le coaching ou la thérapie. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on est dans le coaching si on se limite à faire des liens, c'est-à-dire à faire des analogies, c'est-à-dire qu'on met un coup de projecteur, on permet à la personne d'avoir de la lumière sur les liens qui se sont établis malgré elle entre son présent professionnel et le passé. Voilà. Et ces liens l'empêchent d'avancer. Par exemple, Michel, il peut rester coincé 6 mois, il peut faire une dépression. Donc, en coaching, on se limite à ça. On ne va pas fouiller le passé. On va juste permettre à la personne de faire des liens. Donc, on va l'interroger si elle a déjà ressenti ce sentiment de rejet. Est-ce que ça lui parle ? Et parfois, les personnes vont spontanément parler de leur enfance. Donc, nous, notre rôle de coach n'est pas d'aller fouiller, mais juste de la questionner sur est-ce que vous verriez un lien entre cette situation passée et la situation présente pour éclairer la situation présente. Voilà. Et on se limite à ça. Cela me fait penser à la confrontation, pointer une contradiction ou un comportement contradictoire pour que le coaché en prenne conscience et puisse avancer. Oui. Comment dire ça ?
c'est plus doux et peut-être plus doux, plus indirect qu'une confrontation. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pointe pas une incohérence, on voit que la personne est prise dans quelque chose et on l'aide à dénouer quelque chose. C'est plus de l'ordre de vraiment de la... On accompagne une prise de conscience. Voilà. Alors, ce modèle part-il du principe qu'une décision rationnelle est mieux qu'un choix intuitif? Le modèle structural. Alors, c'est une très bonne question. Non. C'est-à-dire qu'en fait, l'adulte ne prend pas forcément une décision rationnelle, mais une décision mûrie. Il peut décider d'écouter l'enfant ou d'écouter son intuition, mais il va décider d'écouter l'intuition. C'est-à-dire qu'il ne va pas agir sous le coup de l'intuition, qui serait à ce moment-là comme une impulsion. Il va se dire, allez, j'ai réfléchi finalement, mais mon intuition me dit que je vais l'écouter. Voilà. Donc, il y a un petit pas de recul de l'adulte qui décide de suivre son intuition. Alors, suggérez-vous à la personne d'être accompagnée par un thérapeute quand trop de liens sont faits entre eux? Alors, oui, bien sûr. Si, par exemple, la situation présente a créé une réactivation très forte pour la personne et que la personne rentre en dépression et en souffrance, le coaching peut ne pas suffire, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, on lui demande si elle est allée voir son médecin et on peut aller jusqu'à lui conseiller d'aller voir un psychothérapeute. Voilà. Alors, je vais aborder la dernière partie. Il y aura encore un petit temps de questions. Donc, notre dernière partie est centrée sur des exemples de thématiques d'application et de comment le modèle structural peut inspirer notre questionnement de coach. Alors, je suis beaucoup dans le questionnement dans ce webinaire. Bien évidemment que le modèle structural peut nous inspirer pour reformuler, pour confronter, pour recadrer, etc. C'est-à-dire qu'on va viser tel et tel état du moi à travers d'autres techniques. Mais voilà, le parti pris dans ce webinaire, c'est de se centrer sur le questionnement. Donc ici, vous avez des exemples de thématiques comme les choix professionnels, donc qui est une situation où on doit faire des choix, l'intention managériale, clarifier son intention managériale pour un manager, travailler sur son leadership, ou mieux se connaître, par exemple, si on est sur de la gestion du stress. Ce sont des exemples de thématiques concrètes où on peut se servir directement du modèle structural pour orienter son questionnement. Donc, par exemple, sur les choix professionnels, une personne est coincée dans un choix, elle est peut-être dans une impasse, c'est-à-dire qu'elle a des voix contradictoires, elle n'arrive pas à se décider. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Vous avez une série de questions qui vont interroger les différents états du moi. Donc, qu'est-ce que vous disent vos différentes voix? Qui a tendance à prendre le dessus? Que vous dit votre intuition? Ça, c'est l'enfant. Qu'est-ce qui serait un choix de raison? Le parent. Si vous aviez une baguette magique, c'est l'enfant. Autre question qui ne figure pas, quels pourraient être des critères de choix pour vous? Ça, c'est l'adulte. Voilà. On interroge sciemment les différents états du moi de manière à ce qu'ensuite, l'adulte puisse intégrer tout ça et petit à petit et élaborer et puisse mûrir une décision. Autre exemple, un travail sur l'intention managériale. Donc, on a un manager qui, par exemple, a un parent très présent et il décide de faire évoluer le format de son CODIR. Et donc, il souhaite donner voilà, beaucoup d'informations. Il y a une transformation à venir. Il veut leur donner beaucoup d'informations. Et en même temps, il veut les embarquer. Voilà, ça c'est son souhait. Et nous, coach, on entend que son parent est très présent et il est dans il faut que je sois claire, il faut que je leur dise tout, etc. Et donc, en tant que coach, on se dit,
est-ce qu'il prend en compte tous les paramètres avec ce parent très présent qui probablement contamine son adulte? Donc, on peut d'abord choisir de faire s'exprimer ce parent pour que justement, il s'exprime, ce parent. Si vous suiviez vos valeurs, que feriez-vous lors de votre prochain CODIR, par exemple? Mais ensuite, on va l'amener, alors excusez-moi, ce n'est pas dans l'ordre des questions, on va l'amener à prendre en compte d'autres paramètres. Donc, on peut lui dire, mais quels sont les enjeux? Quelle est votre vision des besoins de votre collectif? Pour pas qu'il reste centré sur sa nécessité interne, ses valeurs internes, qui prennent bien en compte tous les paramètres, qui regardent plus large et qui regardent les besoins de son collectif. Voilà. Qu'il écoute aussi ses besoins à lui, voilà, ce dont lui, il a envie pour se codir ou ses besoins à lui, et que finalement, il décide. Donc, par exemple, peut-être il va se dire, effectivement, si je leur donne toute l'information et que je suis transparent, d'abord, je vais les noyer, peut-être que je vais les inquiéter. Leurs besoins, c'est pas ça. Leurs besoins, c'est que j'aille à l'essentiel, que je leur dirai peut-être les choses par étapes. Et puis, c'est important aussi qu'on ait un moment informel. Voilà, moi, j'en ai besoin, envie, et je pense eux aussi. Donc, je vais décider ça. Voilà, l'adulte du manager, à l'issue de cette séance de coaching, va décider de s'y prendre de telle ou telle façon pour prendre en compte ces différents états du moi et les paramètres extérieurs. Autre exemple sur le travail sur le leadership, donc éclairer les racines de son leadership. On sait que pour qu'un leadership se développe, il faut que tous les états du moi soient bien mobilisés. Il faut que la personne utilise bien tous ces états du moi de façon à ce qu'elle puisse répondre aux besoins. Ça, c'est une des clés du leadership, c'est que voilà, la personne puisse répondre à des besoins de différentes natures chez les autres, dans son collectif, et que donc tous ces états du moi soient bien mobilisés. Donc, on va avoir un questionnement qui va s'adresser aux différents états du moi, qui va interroger les valeurs qui animent la personne, ça c'est une dimension très importante du leadership, qui va interroger aussi l'enfant, qu'est-ce qui enthousiasme le manager, le leader, qu'est-ce qui le stimule, à quoi il aspire aujourd'hui, mais aussi on va le questionner à partir de son adulte sur quel est son style, comment il s'y prend, est-ce que ce style semble correspondre aux besoins, quels sont les besoins de son collectif, qu'est-ce qui peut donner envie à ce collectif d'avancer. Voilà, donc on va stimuler les différents états du moi et on va bien sûr interroger la personne aussi donc, sur les besoins du collectif, puisque un style de leadership est approprié que parce qu'il répond aux besoins d'un collectif à un moment donné. Voilà, alors je vois que ça suscite des questions. Je vais juste finir par le dernier exemple et ensuite j'en viens à vos questions. Donc, questionner son équilibre au travail pour quelqu'un qui est voilà, en difficulté, envahi par le stress. Par exemple, quelqu'un qui serait avec un enfant qui prend le pouvoir exécutif très fréquemment, une personne qui est dans la peur, qui ne se prend pas en compte, qui a un comportement de soumission au travail, qui subit des injonctions de sa hiérarchie, qui ne se prend donc pas en compte. On va la questionner sur, justement, pour qu'elle se prenne en compte. Qu'est-ce qui est important pour vous, par exemple? Peut-être ça, c'est son parent. On ne demande même pas cette question, elle ne se pose même pas cette question, elle prend les sujets. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre poste, dans votre approche? Qu'est-ce qui vous anime? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien au travail? Ça, c'est dans l'enfant. Voilà. Que ressentez-vous quand vous recevez ces demandes? Ça, c'est dans l'enfant, etc. Donc ça, c'est un exemple sur tout ce qui est gestion du stress et connaissance de soi, où on va aller, alors gestion du stress, beaucoup sur les émotions et les besoins de la personne. Je suis à l'écoute de vos questions. Je suis arrivée à la fin de mon exposé. Alors, je lis. Donc, il y a un sujet. Alors, au risque d'être hors sujet, peut-on aider une personne enfermée dans des jeux psychologiques ou seule la thérapie peut-elle le faire?
Alors, il y a des jeux psychologiques de différents degrés, hein. Le coaching peut tout à fait permettre de traiter des jeux psychologiques de premier et même des fois de second degré, c'est-à-dire qui ne sont pas trop douloureux. Il y en a beaucoup au sein des équipes. Et donc oui, bien sûr, le coaching peut permettre à la personne de sortir de jeux psychologiques. Il s'agit tout d'abord de les identifier, ça c'est le plus gros travail, et ensuite de remonter aux besoins. Parce que si on joue à des jeux, c'est qu'on a un besoin qu'on ne respecte pas et on cherche une façon détournée, non satisfaisante, de répondre à son besoin. Alors, essayer d'élucider quels sont les intérêts et les bénéfices secondaires pour la personne avec elle. Alors, j'imagine que c'est une question sur les jeux aussi. Oui, bien sûr, on peut faire réfléchir la personne aux bénéfices qu'elle tire de ces jeux psychologiques. C'est une question très intéressante, puisque si elle y joue régulièrement, c'est qu'elle y tire des bénéfices. Elle en souffre, bien sûr, elle a des préjudices, mais il y a aussi des bénéfices. Et si on part des bénéfices, on peut ensuite lui permettre de comprendre de quelle façon différente elle peut répondre à son besoin. Le bénéfice finalement qu'elle retire à rester une enfant. Oui, c'est vrai. Alors, sauf qu'on n'est pas en psychothérapie, hein, on va se limiter à un certain type de situation et au contrat qu'on a en coaching. Mais oui, les jeux psychologiques sont des comportements enfantins. On a tous. Super. Je regarde s'il y a encore une question. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces signes de reconnaissance. Vous savez qu'en analyse transactionnelle, c'est très important, les signes de reconnaissance. Merci, je suis très sensible. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, il est 15h57, je dois respecter notre timing. Donc ce webinaire sera accessible sur la plateforme de l'IFOD. Donc vous pourrez le reconsulter ou le consulter pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre attention et très bonne continuation en coaching et en analyse transactionnelle. Très bonne fin de journée. Merci à vous.